Salut à tous, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui, je propose un voyage un petit peu spécial. Un retour sur une terre qu'on le croyait à jamais perdue. Imaginez un continent autrefois prospère, où les habitants vivent entourés de forêts luxuriantes, de canyons dorés, de ruines mystérieuses et de châteaux majestueux. Un monde riche en gemmes rares, en savoir ancien, en artefacts capables de canaliser une énergie incroyable. Puis du jour au lendemain, un cataclysme bouleverse tout. La population est forcée de fuir, de s'élever dans les airs, laissant derrière elle un royaume entier plongé dans le silence et l'oubli. Pendant des siècles, Idressia n'était qu'un souvenir recouvert de poussière. Aujourd'hui, les choses changent, les terres sont de nouveau habitables, et les anciens clans reviennent motivés par la promesse de richesse et de découverte, et l'espoir de retrouver la mythique pierre d'Iridia, seule capable d'unifier les clans. C'est dans cet univers que nous plonge Gem of Idressia, un jeu de Roberto Panetta et illustré par Michael Dachau, ainsi que Sarah Colon. Le jeu est édité par Rockstone Dice Games. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, de parties de 60 à 90 minutes, accessible dès 10 ans, mêlant exploration, optimisation et course au prestige. Au fil de la partie, on révèle progressivement la carte, on explore, on mine, des gemmes dont la valeur fluctue constamment, on restaure des reliques qui rapportent des points de royauté, on achète des objets puissants, et surtout, on essaie de trouver ce fameux équilibre entre prendre son temps, se développer, et progresser vers le château avant les autres pour sécuriser de précieux points. Ce que j'aime particulièrement, c'est cette impression d'aventure qui se construit sous nos pieds. Chaque tuile retournée dévoile une opportunité ou une contrainte, chaque décision peut ouvrir un chemin ou le refermer. On sent le terrain évoluer, on voit les autres joueurs approcher, la tension monte, et tout cela sans jamais devenir frustrant. Bref, si vous aimez les jeux où l'exploration rencontre la stratégie, où chaque tour apporte quelque chose, et que la course finale crée de vrais moments de suspense, vous êtes vraiment au bon endroit. Installez-vous confortablement, on repart ensemble sur les terres d'Idressia. Allez, on va voir comment ça se passe. Et nous voilà avec le jeu ainsi que son matériel. Alors dans cette vidéo, on va découvrir ensemble comment se joue Gem of Idressia. Commencez par regarder le matériel ainsi que la mise en place, histoire de bien comprendre comment le tout s'articule sur la table. Puis je vous expliquerai les règles de manière progressive. Comment explorer, miner des gemmes, restaurer des reliques, gérer le marché. Bref, tout ce qu'il faut pour lancer votre première partie sans vous plonger dans le livret. On verra aussi comment fonctionne le mode solo avec le deck Run, qui vient mettre vraiment la pression. Et si vous jouez avec l'extension, je vous montrerai ce qu'elle apporte au jeu. Et enfin, je terminerai avec mon avis. Les sensations en jeu, la tension, la rejouabilité pour kiffer le jeu. Allez, c'est parti, on part sur le contexte et on installe le jeu. Bienvenue dans le monde fantastique d'Idressia. Cette terre abandonnée, autrefois luxuriante et regorgeant de gemmes rares, est restée déserte pendant des siècles. Un événement cataclysmique a forcé ses habitants à quitter le sol et à se réfugier dans les cieux. Aujourd'hui, le danger est passé et la terre est de nouveau sûre. Les anciens habitants reviennent peu à peu, prêts à reprendre possession de leur foyer. Dans ce jeu, vous allez incarner l'un des 4 clans qui reviennent explorer ces terres. Votre mission sera d'explorer les régions, d'extraire des gemmes, de restaurer d'anciennes reliques et surtout de retrouver la pierre légendaire d'Iridia. Celui qui parviendra à mettre la main dessus pourra accéder au trône et réunifier le peuple. Passons maintenant à la mise en place. Commencez par placer le plateau au centre de la zone de jeu, avec le comté standard face visible. Mettez les gemmes et la monnaie près du plateau pour former la réserve. Mélangez toutes les tuiles hexagones par type et placez-les face aux gemmes cachées, en commençant par le bas du plateau dans l'ordre suivant. Désert, canyon, forêt, ruines et château. Mélangez le paquet de cartes objets marchands, placez-le face cachée sur le côté du plateau, tirez 5 cartes objets et placez-les face visibles à côté du plateau, ceci va créer le marché. Dans une expédition à 2 joueurs ou en solo, retirez les 3 cartes portail en pierre et les 3 cartes catapultes célestes du paquet, elles ne seront pas utilisées. Mélangez le paquet de cartes reliques, placez-le face cachée au-dessus du plateau, tirez 5 cartes reliques et placez-les dans une rangée au-dessus, ceci crée la rangée des reliques. Placez les dés du marché des gemmes et positionnez les valeurs sur 2. Et placez-les au-dessus de l'emplacement correspondant à la couleur de chaque gemme au-dessus du plateau. Ici, placez les 4 dés de pierre grise sur le plateau. Ici, au-dessus, vous placez les 3 jetons de royauté près du plateau de jeu. Si vous jouez à 3 joueurs, vous retirez le jeton sceptre. Si vous jouez à 2 joueurs au moins, vous retirez les jetons sceptre et bannière. Ici, nous avons le jeton pierre d'Iridia. Donnez à chaque joueur les éléments suivants. Un plateau joueur, un jeton explorateur, 2 dés d'exploitation minière, un marqueur de score et 50 pièces de monnaie. Mélangez les cartes objectifs secrets, ce sont les cartes avec ce dos-là. Distribuez-en 2 à chaque joueur. Les joueurs peuvent regarder leur objectif. Une fois que leur jeton explorateur atteint la région forestière, ils défausseront l'une des 2 cartes. Ce qui est optionnel si vous jouez à 4, donnez au 4e joueur la carte objet catapulte astucieuse de la pioche marchand. Ceci est destiné à compenser le fait qu'ils ne pourront pas possiblement révéler de tuiles lors de leur premier tour. Entrons maintenant dans les notions clés du jeu. Dans le jeu, il existe 4 types de gemmes. L'améthyste, qui est violette, jaune la citrine, l'émeraude en vert, et le saphir en bleu. Chaque type de gemme est associé à un dé à 6 faces de la même couleur. Par exemple, si le dé violet affiche la valeur 2, alors chaque améthyste vaut 2 pièces. Ces dés se trouvent sur le côté droit du plateau, et l'ensemble est appelé le marché des gemmes.
les valeurs du marché changent en permanence selon les actions des joueurs. À mesure que le jeu progresse, les dés vont monter ou descendre. Il arrivera un moment où l'un d'eux atteindra la valeur maximale de 6. Dans ce cas, si cette valeur doit encore augmenter, le marché s'effondre pour ce type de gemme, et sa valeur retombe immédiatement à 1. Certains objets, comme le perforateur électrique ou la dynamite éblouissante, permettent de modifier les dés du marché des gemmes. Elles peuvent ainsi transformer une valeur de 6 en 1 ou inversement, une valeur de 1 en 6. Passons maintenant au fonctionnement du jeu. En tant qu'explorateur de retour à Idressia, votre but sera de rechercher des gemmes afin de restaurer d'anciennes reliques, tout en menant une course pour retrouver la pierre d'Iridia perdue. Celui qui y parviendra pourra accéder au trône. En collectant les bonnes combinaisons de gemmes, vous pourrez restaurer des reliques et ainsi gagner des points de royauté. Ces points peuvent également être obtenus en révélant certaines tuiles, grâce à des bonus de collection ou encore en réalisant votre objectif secret. De plus, des points de royauté supplémentaires sont accordés aux joueurs qui terminent la partie plus rapidement que leur adversaire. La partie se termine dès qu'un joueur a récupéré une tuile de la dernière rangée du plateau, appelée la rangée du château. L'explorateur ayant accumulé le plus de points de royauté sera alors couronné nouveau dirigeant d'Idressia. Chaque fois qu'un joueur gagne des points de royauté, il doit avancer son marqueur sur la piste de score, appelée piste de royauté, du nombre de points correspondants. Le joueur portant le plus de gemmes commence la partie. Le tour de jeu progresse ensuite dans le sens horaire. À votre tour, vous allez effectuer jusqu'à 2 actions principales, suivies de 4 actions optionnelles, puis terminer avec les actions de fin de tour. Les actions principales sont révéler des tuiles, déplacer votre explorateur. Certaines cartes objets doivent être jouées avant de révéler des tuiles. Cela est indiqué sur des cartes par une icône drapeau vert située en haut à droite, comme vous le voyez ici. Pendant votre tour, vous pourrez également miner des gemmes, acheter des cartes, jouer une ou plusieurs cartes objets, vendre des gemmes. Ces actions optionnelles peuvent être réalisées dans n'importe quel ordre. Attention toutefois, vous ne pouvez acheter des cartes objets et vendre des gemmes qu'une seule fois par tour, donc planifiez bien. Pour terminer votre tour, vous devrez restaurer des reliques, ce qui est optionnel. Collecter une tuile hexagonale, ajuster un dé du marché. Commençons maintenant avec les actions principales. Vous arrivez en Idressia à bord d'un dirigeable, en vous posant près de la rangée du bas du plateau. À ce moment-là, vous êtes considéré comme adjacent à toutes les tuiles de cette rangée. Lors de votre premier tour, vous pouvez révéler jusqu'à 2 tuiles dans cette première rangée. Ces tuiles n'ont pas besoin d'être adjacentes l'une à l'autre. Si à ce moment-là, il n'y a plus de tuiles à révéler dans cette rangée, vous pourrez placer votre explorateur sur n'importe quelle tuile déjà révélée de cette rangée pendant l'action « Déplacer l'explorateur ». Après avoir révélé des tuiles, vous devez placer votre explorateur sur l'une des tuiles révélées, en suivant les instructions de déplacement. Puis, vous terminez votre tour normalement. Lors des tours suivants, vous révélerez des tuiles en suivant cette règle. Vous pouvez révéler jusqu'à 2 tuiles adjacentes à l'emplacement actuel de votre explorateur. Ces tuiles doivent être situées devant lui ou sur les côtés, mais jamais derrière. Comme les joueurs se disputent parfois les mêmes espaces, il est possible qu'aucune tuile ne puisse être révélée pendant votre tour. Dans ce cas, passez directement à l'action déplacer l'explorateur. Par exemple, c'est à moi. Je pourrais révéler celle-ci et celle-là, car c'est le premier tour. Passons maintenant à la deuxième action principale, déplacer votre explorateur. Lors de cette action, vous déplacez votre explorateur sur une tuile révélée adjacente à sa position actuelle. Le déplacement suit des règles très simples. Votre explorateur peut se déplacer uniquement sur les côtés ou vers l'avant. Il ne peut jamais revenir en arrière. Il peut se déplacer sur une tuile révélée, même si vous ne l'avez pas révélée. Si aucune tuile adjacente n'est disponible pour votre explorateur, vous devez défausser une tuile de votre pile de victoire. Je reviendrai un petit peu plus tard. Placez ensuite votre explorateur sur l'hexagone vide, le plus proche, adjacent à sa position actuelle. Puis poursuivez votre tour normalement, en recommençant par l'action « Révéler des tuiles ». S'il y a plusieurs hexagones vides à égale distance, vous êtes libre de choisir lequel utiliser. La tuile défaussée est retournée dans la boîte de jeu. Une fois votre explorateur déplacé sur une tuile, vous récupérez immédiatement la gemme illustrée sur la tuile et puis la réserve, ainsi que tout bonus indiqué sur la tuile. Par exemple, je me place ici, je prends donc cette gemme-là. Je vous expliquerai après comment on les collecte. Et lors d'un prochain tour, j'aurai fait toutes mes actions. Donc là, je vais vous parler d'un nouveau tour. Je pourrais, si je veux, révéler, par exemple, cette tuile-là. Toutes les gemmes collectées doivent être placées dans un emplacement de cargaison disponible sur votre plateau joueur. Donc celle-là irait ici, par exemple. Vous pouvez transporter un maximum de 7 gemmes. Si vous obtenez plus de gemmes que vous ne pouvez en stocker, vous devez immédiatement en donner à d'autres joueurs avant de réaliser toute autre action jusqu'à revenir à 7. Vous pouvez donner les gemmes que vous venez d'acquérir ou celles déjà présentes dans votre cargaison. Il est interdit de refuser une gemme que vous collectez. Dans le cas extrêmement rare où tous les joueurs auraient une cargaison pleine, le gemme en excès peut être retourné dans la réserve plutôt que donné. Dans chaque région se trouve comme ici une tuile arc-en-ciel. Si votre explorateur se déplace dessus, vous choisissez quel type de gemme vous collectez et minez sur cette tuile. Vous ne pouvez choisir qu'un seul type. Lorsque cette tuile est retirée du plateau, elle n'affecte pas la valeur des dés du marché des gemmes.
C'est-à-dire que si lors d'un prochain tour, je me déplace ici, je peux choisir, à cet endroit-là, la gemme que je désire. Certaines tuiles peuvent contenir un bonus. Il en existe 3 possibles. Les pièces. Si une tuile affiche un symbole de pièce, vous gagnez immédiatement, depuis la réserve, le nombre de pièces indiquées. Donc là, je prendrai 2 pièces de la réserve. Les points de royauté. Si la tuile montre des points de royauté, avancez immédiatement votre marqueur de score sur la piste ici. Donc là, pareil, je monterai de 2 à cet endroit-là. Enfin, certaines tuiles offrent un bonus de dés de pierre. Ce symbole vous permet de prendre un dé de pierre depuis la réserve. Ils sont là, normalement, je les remets. S'il n'y a plus de dés disponibles, vous ne pouvez pas en obtenir. Ce dé peut être utilisé immédiatement ou conservé pour un tour futur. Une fois activé, il reste utilisable tant que vous êtes sur la tuile où vous l'avez obtenu. Puis, à la fin de votre tour, lorsque vous collectez la tuile, vous remettez ce dé de pierre dans la réserve. Un joueur peut posséder plusieurs dés de pierre jusqu'à un maximum de 4 et les garder jusqu'au moment où il décide de les utiliser. Ce bonus est lié à l'action optionnelle miner des gemmes. Par exemple, lors d'un tour, je me déplace sur une tuile comme ceci, qui contient un bonus de dé de pierre. Je gagne donc immédiatement le dé. Et on va dire que la valeur du saphir est de 1. Je décide de conserver ce dé de pierre pour un tour plus difficile. Lors de mon tour suivant, je me déplace sur une tuile, comme ceci, qui est le symbole du saphir. Et je décide cette fois d'utiliser mon dé de pierre. Je lance les 2 dés d'extraction, ainsi que mon dé de pierre. Je vous rappelle, ce sont ces dés-là. J'obtiens 4, 4 et 5. Comme l'un des résultats atteint ou dépasse la valeur requise pour le saphir, je gagne un saphir. Et comme la valeur actuelle du saphir est de 5, je gagne 5 pièces. Et ensuite, j'ajuste le marché pour la valeur du saphir et je retourne le dé de pierre que j'ai utilisé. Ça aura peut-être plus de sens quand je vous parlerai des autres actions. Passons maintenant aux actions optionnelles, et plus particulièrement à l'action miner des gemmes. Pour miner, vous devez dépenser 3 pièces afin de lancer vos dés d'extraction. Votre objectif est simple. Chaque dé doit obtenir une valeur égale ou supérieure à la valeur actuelle du marché pour la gemme indiquée sur votre tuile. C'est-à-dire que si je suis là, que je dépense 3 pièces en action optionnelle, je prends mes 2 dés, que je lance, et il faut que j'arrive au moins à 2. Lui, ce n'est pas bon, et lui, ça serait bon. Chaque dé se résout indépendamment. Il sera soit un succès, soit un échec. Vous pouvez continuer à payer 3 pièces pour chaque nouvelle tentative. À chaque tentative, vous pouvez lancer tous vos dés disponibles et vous collecterez une gemme par succès. Donc là, avec ce résultat-là, je récupérerai donc une émeraude que je place ici. Avant de passer à l'achat, il existe une règle importante, le rafraîchissement du marché. Si la rangée du marché contient 3 objets identiques ou 2 paires identiques, alors vous mélangez toutes les cartes du marché, la défausse et le deck marchand, et ensuite vous aurez les 5 nouvelles cartes pour former le marché. Vous pouvez choisir une carte objet dans le marché et payer son coût, indiqué en bas, et cela pour l'ajouter à votre main. Vous pouvez acheter qu'une seule carte objet par tour. Une fois l'achat effectué, une carte piochez immédiatement, une carte du deck marchand pour remplir de nouveau le marché. Si le deck marchand est vide, vous pouvez mélanger toutes les cartes objets défaussées afin de créer un nouveau deck. Passons maintenant à l'action suivante, jouer des cartes objets. Lorsque vous jouez une carte objet, vous appliquez immédiatement l'effet indiqué dessus. Toutes les cartes objets sont à usage unique. Une fois utilisées, elles doivent être défaussées. Elles peuvent être jouées que pendant votre tour, mais vous avez tout à fait le droit d'en jouer une le même tour où vous l'avez acquise. Il n'y a aucune limite au nombre de cartes objets que vous pouvez posséder. Cependant, vous ne pouvez jamais détenir plusieurs exemplaires d'une même carte. 2 cartes fonctionnent différemment, la catapulte et le portail. Ces cartes doivent être jouées au tout début de votre tour, avant de révéler la moindre tuile. Ce sont les seules cartes du jeu qui peuvent et doivent être utilisées avant les actions révélées et déplacées. Cette obligation est indiquée par une icône drapeau vert située sur la carte. Si vous avez le moindre doute, vous avez dans le livret de règles comment fonctionnent toutes les cartes. Vous pouvez également choisir de vendre des gemmes. Pour cela, vous vendez des gemmes d'un seul type au prix actuel du marché. Vous gagnez alors un nombre de pièces égal à la valeur du marché par gemme vendue. Vous pouvez vendre autant de gemmes de ce type que vous en possédez. Les gemmes vendues retournent simplement à la réserve. Attention, vous ne pouvez vendre des gemmes qu'une seule fois par tour, donc réfléchissez bien au moment opportun. Vendre des gemmes n'a aucun effet sur les dés du marché. Par exemple, je souhaite vendre mes 2 émeraudes, la valeur est de 2. Je vends les 2, et je prends donc 4 dans la réserve. Nous arrivons maintenant à la première étape de fin de tour, restaurer des reliques. Possédez les gemmes nécessaires, vous pouvez les échanger contre l'une des cartes reliques présentes dans la rangée des reliques. Les gemmes dépensées sont alors retournées dans la réserve. Lorsque vous restaurez une relique, prenez la carte correspondante et avancez immédiatement votre marqueur de royauté sur la piste du nombre de points indiqués en bas à droite de la carte. Conservez ensuite cette carte dans votre pile de victoire. Elle pourra vous apporter des bonus en fin de partie, notamment grâce aux collections et à votre objectif secret. Une fois la carte prise, remplacez-la immédiatement par une nouvelle carte tirée du paquet des reliques. Par exemple, là il me faut ces reliques-là pour acheter cette carte-là, ces reliques-là
pour acheter cette carte-là, et ainsi de suite. Et si je l'achète, ici vous avez les points de victoire que ça vous rapportera, et je la prends avec moi. Si vous avez encore les gemmes nécessaires, vous pouvez restaurer une autre relique, y compris celle qui vient tout juste d'être révélée. Restaurer des reliques ne peut être fait qu'en fin de tour. Vous ne pouvez pas restaurer avant de révéler des tuiles, de déplacer votre explorateur ou avant d'effectuer des actions optionnelles. Ici, vous avez le nom de la relique, l'icône du type de relique, les gemmes nécessaires pour restaurer la relique, la gemme majoritaire et les points de royauté. Il existe des bijoux 8 fois, des légendes 6 fois, la technologie 6 fois et Iridia 4 fois. Quand vous récupérez la carte, vous montez automatiquement, à ce moment-là, sur la piste. C'est-à-dire que là, si j'avais acheté celle-ci, je monterais, j'étais déjà à 2, je passerai à 8. Vous gagnez des bonus si vous terminez la partie avec 3 reliques du même type, ou une de chaque type. Bijoux, technologie et connaissances. Les reliques Iridia sont particulières, elles sont jokers et peuvent compter comme n'importe quel type pour les bonus et les objectifs. Une fois que vous avez terminé toutes les actions liées à la tuile sur laquelle se trouve votre explorateur, vous récupérez cette tuile et vous la placez dans votre pile personnelle, appelée pile de victoire. Cette pile servira lors du décompte final en fin de partie. Votre explorateur reste alors sur l'hexagone vide laissé par la tuile retirée. C'est-à-dire que là, après avoir fait tout ça, à la fin de mon tour, mon explorateur vient ici, je récupère cette tuile, et lors d'un prochain tour, je pourrais décider par exemple de révéler celle-là. Ensuite, vous devez ajuster le marché. Augmentez la valeur du dé correspondant au type de gemme présent sur la tuile que vous venez de récupérer en l'augmentant d'un point. Donc là, dans ce cas-là, ici, ça passerait à 3. Chaque fois qu'une tuile est retirée du plateau, la valeur de cette gemme augmente. Si cette valeur dépasse 6, ramenez immédiatement le dé sur la valeur 1. Le marché s'effondre pour ce type de gemme. Lorsque c'est une tuile arc-en-ciel comme celle-ci, le marché des gemmes n'est pas affecté, peu importe la gemme récupérée par le joueur. Dans la rangée du château se trouve une tuile très importante, celle qui contient la pierre d'Iridia perdue. Le joueur qui se déplace dessus obtient immédiatement le jeton pierre d'Iridia, ainsi que 10 points de royauté. Cette tuile est traitée comme une tuile arc-en-ciel, que ce soit pour l'extraction de gemmes ou pour les collections en fin de partie. Une fois que vous avez récupéré une tuile dans la rangée du château, prenez votre pion joueur, ainsi que le jeton royauté de valeur le plus élevé disponible. Ce sont ces jetons ici. Donc le premier arrivé va prendre le 7 par exemple. Avancez ensuite votre marqueur de score sur la piste de royauté du nombre de points indiqués sur ce jeton. À partir de ce moment-là, vous ne jouez plus de tours normaux. À la place, chaque fois que ce sera votre tour de jouer, vous retirez simplement une tuile du plateau, à condition qu'elle ne se trouve pas dans la rangée du château, puis vous la défaussez. Cela empêche vos adversaires de rester trop longtemps en arrière et peut même leur faire perdre des tuiles de leur pile de victoire. Une fois que tous les joueurs ont récupéré une tuile dans la rangée du château, la partie prend fin. Les joueurs procèdent alors au décompte final. Une fois la partie terminée, on passe au scoring final. Voici comment calculer vos points de royauté. Commencez par regarder les gemmes restantes dans votre cargaison. Pour toutes les 2 gemmes que vous avez encore, peu importe leur type, vous gagnez 1 point de royauté. Les gemmes n'ont pas besoin de correspondre entre elles. C'est-à-dire que si j'avais ces 2 gemmes-là qui me restent, quoi qu'il en soit, ça me rapporte 1 point. Ensuite, vous vérifiez vos cartes reliques restaurées pour déterminer si vous obtenez des bonus de collection. Comme vous le voyez, c'est indiqué ici. Ici, vous avez les différentes combinaisons et les points que ça rapporte. Il est important que chaque carte relique ne peut servir qu'à compléter un seul set. Les reliques contenant une pierre d'Iridia sont jokers. Elles peuvent compter comme bijoux, technologie ou l'or. Regardez maintenant les tuiles terrain que vous avez dans votre pile de victoire pour déterminer des bonus supplémentaires. Les sets de base se basent uniquement sur le type de gemme et non sur le type de terrain. Une tuile arc-en-ciel peut compter comme n'importe quel type de gemme. 3 tuiles du même type, c'est 3 points. 5 tuiles du même type, c'est 7 points. 7 tuiles du même type, c'est 12 points. Je vous rappelle, le type des gemmes, c'est cela. Enfin, vérifiez votre carte objectif secret. Si vous l'avez accompli, vous gagnez les points de royauté indiqués sur cette carte. Et le joueur ayant obtenu le plus de points de royauté est déclaré vainqueur et devient le nouveau dirigeant d'Idressia. En cas d'égalité, on utilise les critères suivants dans cet ordre. Le joueur ayant trouvé la pierre, puis celui ayant le jeton royauté trône, le jeton royauté sceptre, puis finalement le jeton royauté bannière. Terminons avec les objectifs secrets et leur fonctionnement. Si un objectif vous demande de restaurer le plus de reliques d'un certain type de gemme, cela fait référence à la gemme principale de la relique, que vous trouvez ici. Cette gemme est indiquée dans le titre de la carte relique, ainsi que dans le petit carré situé sur le côté droit de la carte. Le verso de chaque relique indique également la gemme principale, comme vous le voyez ici. Les reliques d'Iridia peuvent être utilisées comme joker, aussi bien pour les objectifs liés au type de gemme que pour ceux liés au type de relique. Pour un objectif basé sur un type de gemme, une relique Iridia peut compter comme améthyste, citrine, émeraude ou saphir. Pour un objectif basé sur le type de relique, une relique Iridia peut compter comme bijou, technologie ou l'or. Si vous utilisez une relique Iridia
à la fois pour un bonus de collection et pour satisfaire un objectif secret, elle doit être utilisée comme le même type de relique dans ces deux cas. Si vous êtes à égalité avec un autre joueur pour le plus grand nombre de reliques d'un type ou de gemmes d'un type, vous êtes tout de même considéré comme ayant le plus et vous remplissez l'objectif. Les tuiles arc-en-ciel peuvent compter comme n'importe quel type de gemme. Cependant, chaque tuile arc-en-ciel ne peut être utilisée que pour un seul set. Ici, vous avez la description de l'objectif et le nombre de points que cela rapporte en fin de partie. Au début de la partie, chaque joueur reçoit 2 cartes objectifs secrets. Une fois que son pion explorateur atteint une tuile dans la région de la forêt, c'est-à-dire ici, ces tuiles-là, ou plus loin, le joueur doit immédiatement défausser une de ces 2 cartes. Cette obligation est indiquée par une icône sur le côté du plateau. Vous voyez ici. La carte défaussée peut être replacée dans la boîte de jeu. Passons maintenant au mode solo du jeu, appelé l'expédition solo. Configuration, vous allez affronter le deck de Ron, qui jouera le rôle d'un adversaire automatisé. La mise en place est identique à celle d'une partie à 2 joueurs, mais avec quelques petits changements importants. Vous placez les 6 jetons barricades près du plateau pour former une réserve. Vous mélangez le deck et le placez près du plateau, Ron. Vous prenez ce plateau-là, vous allez jouer contre ce personnage-là, en laissant de la place pour une pile de cartes révélées. Ne lui donnez aucune pièce, il n'en utilise pas. Retirez du deck marchand les 3 cartes catapulte céleste et portail en pierre. Elles ne seront pas utilisées en solo. Placez 6 cartes objets en ligne, ou de manière à pouvoir les identifier facilement de 1 à 6. Votre adversaire ne reçoit aucune carte objectif secret. Le jeu recommande d'utiliser le Ron comme adversaire automatique, mais vous pouvez tout à fait le remplacer par un autre explorateur si vous préférez. Mais je vais vous expliquer comment ça joue contre Ron. Le Ron joue toujours en premier. Lors de ce premier tour, il a lancé ses 2 dés d'excavation, donc ces 2 dés là par exemple. Les résultats indiqueront quelles tuiles seront révélées dans la première rangée. Comptez les tuiles de la première rangée à partir de la gauche, puis révélez les tuiles correspondantes au numéro obtenu. Là, ça serait 1, 2, 3, 4, 5 et 1 et 2. Ensuite, il faut déterminer sur laquelle des 2 tuiles le pion explorateur du Ron va se déplacer. Le Ron se déplace toujours vers la tuile contenant la gemme la plus demandée dans la rangée des reliques et qui ne possède pas encore dans sa cargaison. Donc vous regardez dans la rangée des reliques les gemmes qui sont le plus demandées. Il ne se déplace jamais sur une tuile arc-en-ciel, sauf si c'est la seule option disponible. En revanche, il se déplacera sur la tuile contenant la pierre d'Iridia dès qu'il en aura l'occasion. Voyons maintenant ce qu'il se passe lors des tours suivants. Au début du tour du Ron, vous piochez une carte de son deck. Et vous la révélez face visible. Cette carte représente 4 hexagones, numérotés de 1 à 4. Ces numéros indiquent l'ordre de priorité dans lequel il va tenter de révéler des tuiles. Vous voyez, s'il est placé ici, 1, 2, 3 et 4. C'est les tuiles qu'il essaiera de révéler. Le Ron essaiera toujours de révéler 2 tuiles si cela est possible. Ensuite, comme toujours, il se déplace vers la tuile contenant la gemme la plus demandée dans la rangée des reliques. Lorsque le Ron obtient des bonus depuis une tuile, il gagne toujours des points selon les règles suivantes. Pièce, il gagne un nombre de points égal à la valeur en pièces indiquée sur la tuile. Il gagne le nombre de points de royauté indiqué sur la tuile s'il y en a. Pour le dé de pierre, si la tuile montre un dé de pierre, il prend un dé de pierre depuis la réserve, il le lance, puis il gagne immédiatement un nombre de points de royauté égal au résultat obtenu. Ensuite, le dé de pierre est remis dans la réserve. S'il obtient trop de gemmes et qu'il ne peut plus en stocker, il gagne des points égaux à la valeur actuelle des gemmes en excès. Si ces gemmes excédentaires correspondent à un type qu'il ne possède pas encore, il donne la priorité au nouveau type. Il remplace alors les gemmes dont il possède le plus dans sa cargaison, et il gagne des points égaux à la valeur actuelle des gemmes qu'il a défaussées. Les cartes du deck peuvent contenir une de ces 4 icônes, chacune ayant un effet spécifique. Si cela montre le x2, il gagne immédiatement 2 gemmes sur la tuile où il se déplace au lieu d'une seule. Si c'est le x3, il gagne immédiatement 3 gemmes depuis cette tuile au lieu d'une seule. Si c'est l'icône marchand, vous lancez les dés d'extraction du Ron, prenez la valeur obtenue, puis comptez les cartes du marché de gauche à droite. C'est pour ça que vous les avez alignées comme ceci. Il gagne la carte correspondante. Cependant, il n'utilise pas les cartes objets. À la place, il gagne un nombre de points de royauté égal au coût de la carte récupérée. Une carte qui vaut 4 lui rapporterait 4 points par exemple. Et il gagne tout de même la gemme correspondant à la tuile sur laquelle il s'est déplacé, comme d'habitude. S'il y a une icône de barricade, vous lancez un dé d'extraction du Ron, vous utilisez la valeur obtenue pour compter les emplacements sur la rangée situés au-dessus de votre explorateur. Comptez à partir du bord gauche ou droit du plateau, selon la direction indiquée par la girouette robotique située au dos de la carte du sommet du paquet, comme vous le voyez ici. Placez ensuite un jeton barricade sur cet emplacement. Si l'emplacement est vide, utilisez la girouette pour déterminer la prochaine tuile disponible. Cette tuile est désormais bloquée. Elle ne peut plus être révélée ni atteinte. Les jetons barricades ne peuvent pas être placés dans la rangée du château. Si une action barricade doit être résolue alors que votre explorateur se trouve sur la rangée juste en dessous de la rangée du château, ignorez-la. Un jeton barricade ne peut jamais être retiré. Le Ron restera immédiatement toute relique disponible dans la rangée des reliques dès qu'il possède les gemmes nécessaires. Il gagne immédiatement les points de royauté et avance son marqueur de score en conséquence. S'il peut restaurer plusieurs reliques, il choisit toujours celle ayant la valeur la plus élevée. Lorsque le Ron doit choisir entre 2 options équivalentes, il choisit toujours la tuile la plus à gauche ou la plus à droite.
selon la direction indiquée par la girouette robotique sur la carte située au sommet du deck. Une fois que vous et le run avez récupéré une tuile dans la rangée du château, procédez au décompte final comme dans une partie multijoueur. Si le run termine avant vous, vous pouvez jouer tous vos tours restants sans interruption. Contrairement à un joueur, le run ne retire pas des tuiles du plateau à son tour. Pour terminer, quelques astuces présentes dans le livret de règles pour optimiser vos parties. La valeur des gemmes commence tout à 2, donc il est souvent judicieux de miner tôt et régulièrement avant que les valeurs n'augmentent et que l'extraction devienne plus difficile. Il est souvent préférable d'attendre le début de votre prochain tour pour vendre des gemmes, car leur valeur aura probablement augmenté entre temps. Ne sous-estimez pas la puissance de certaines cartes. Comme les dés peuvent passer de 6 à 1 et inversement, les cartes qui le permettent peuvent vraiment vous aider à obtenir davantage de gemmes ou à vendre à un meilleur prix. Le jeu s'appelle Gem of Idrisia, et ce n'est pas un hasard. Concentrez-vous sur l'acquisition du maximum de gemmes possible. Elles offrent la plus grande flexibilité. Elles peuvent servir à restaurer des reliques ou à être vendues contre des pièces. Les pièces n'ont aucune valeur en fin de partie, sauf si votre objectif secret vous en demande. Par la fin du jeu, privilégiez donc toujours les gemmes plutôt que les pièces. La pioche prospère et l'élixir épique sont les deux objets les plus précieux du jeu. Si une occasion d'acquérir l'un ou l'autre se présente, sautez dessus. À 3 ou 4 joueurs, le plateau devient vite chargé et compétitif. Essayez de garder vos distances avec les autres explorateurs. Se déplacer sur le côté, plutôt que vers l'avant, peut vous permettre d'accumuler plus de gemmes et de restaurer davantage de reliques. Cependant, laissez vos adversaires prendre trop d'avance pour vous faire perdre des points de royauté. Essayez donc de trouver un équilibre selon l'agressivité de vos adversaires. Pour ceux qui souhaitent modifier légèrement l'expérience de jeu, il existe une variante intéressante pour les parties à 2 joueurs. Une manière alternative de rendre le plateau plus compétitif à 2 consiste à ajouter un joueur automatisé en utilisant le deck du mode solo. Pour cela, il suffit d'appliquer les règles d'expédition solo que je vous ai expliquées, qui expliquent comment utiliser le deck. Avant de conclure, voici 2 erreurs courantes que l'on voit souvent lors des premières parties. Vendre des gemmes n'affecte pas les valeurs du marché. Le fait de vendre n'a absolument aucun impact sur les dés du marché. La valeur d'une gemme augmente à la fin de chaque tour dès qu'un joueur collecte une tuile, même s'il n'a pas miné. La seule exception, lorsqu'une tuile arc-en-ciel est récupérée, la valeur du marché ne change pas. Si vous jouez avec l'extension, la mise en place du jeu se fait de la même manière que le jeu de base, avec quelques petits changements importants. Vous retournez le plateau sur le côté Starlight. Vous mélangez les tuiles observatoires avec le reste des tuiles terrain, en les triant par région comme d'habitude. Ajoutez les 4 reliques au deck des reliques, les jetons gemmes étoiles à la réserve des gemmes, et ajoutez les cartes présentes du deck marchand. Voilà pour la mise en place de l'extension. Avec l'extension, de nouveaux éléments et de nouvelles interactions viennent enrichir la partie. Voyons ensemble comment elle fonctionne. Lorsque vous vous déplacez sur une tuile observatoire, la carte Harpon stellaire vous permet soit de collecter immédiatement une gemme étoile, soit de voler une gemme explorateur adjacent. La pelle stellaire vous permet d'échanger la position de 2 tuiles inoccupées qui ne se trouvent pas dans la rangée du château. Un explorateur présent sur une tuile observatoire peut utiliser une carte Harpon céleste pour gagner une gemme étoile puis la défausser. S'il ne possède pas d'Harpon céleste, il peut miner normalement, mais devra obtenir un 6 sur un dé pour gagner une gemme Starlight. Les tuiles observatoires sont considérées comme jokers pour le scoring de fin de partie. Les gemmes étoiles peuvent être utilisées pour restaurer une relique nécessitant ce type de gemme. Si elles restent dans votre cargaison en fin de partie, elles valent 2 points de royauté chacune. Elles sont toujours vendues 6 pièces, peu importe le marché. Lorsqu'une relique étoile est piochée et ajoutée à la rangée des reliques, piochez des cartes reliques supplémentaires jusqu'à ce qu'il y ait 5 reliques du jeu de base si possible. Comme les reliques Iridia, les reliques étoiles sont considérées comme jokers pour les collections de fin de partie. Avant de passer à mon avis complet, si la vidéo vous plaît, pensez à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire. Franchement, ça aide énormément à la faire connaître et ça me motive à continuer à vous présenter des jeux comme celui-ci. Et je vous dis d'avance merci. Gem of Iridicia est le genre de jeu qui vous donne immédiatement envie de vous installer autour de la table. Son univers, ce continent oublié, que ses habitants fuient après une catastrophe, évoque l'exploration, la découverte, la reconstruction. Et dès les premiers tours, cette promesse thématique se transforme en sensation bien concrète. Révéler une nouvelle tuile, avancer son explorateur, extraire des gemmes, restaurer des reliques anciennes, chaque action contribue à cette impression d'un monde qui renaît sous nos pas. Ce qui frappe très vite, c'est le rythme du jeu. Il appartient à ces titres, où l'on reçoit en permanence quelque chose. Chaque mouvement, chaque tuile retournée, chaque décision produit un effet immédiat. Une gemme supplémentaire, quelques pièces, un bonus de points, voire un précieux dé de pierre. Le jeu encourage constamment le joueur, créant une dynamique très gratifiante. Mais sous cette apparente générosité se cache une tension stratégique bien présente. Le cœur du jeu repose sur un dilemme permanent. Avancer rapidement vers la rangée du château pour obtenir un jeton de royauté élevé, ou prendre le temps d'accumuler les ressources nécessaires pour restaurer davantage de reliques et maximiser les points. À chaque tour, le marché de gemmes évolue, rendant l'extraction progressivement plus exigeante. Miner tout est rentable, mais cela suppose d'investir des pièces qui peuvent servir à acquérir des objets puissants. Vendre trop tôt, c'est parfois perdre de l'argent. Attendre trop tard, c'est risquer de manquer de temps ou de se faire priver d'opportunités.
Cette montée en tension est parfaitement dosée, jamais punitive, mais toujours engageante. On sent la pression monter à mesure que les tuiles disparaissent du plateau, que les chemins se ferment et que les adversaires approchent. Ce qui rend l'ensemble particulièrement satisfaisant, c'est la cohérence entre le thème et les actions de jeu. Explorer des terres redevenues accessibles, fouiller des ruines, redécouvrir des objets anciens et les restaurer grâce aux gemmes extraites. Tout cela se ressent mécaniquement. La révélation progressive du terrain, la collecte de ressources, la restauration des reliques, la montée vers la zone la plus prestigieuse du plateau. Le jeu ne raconte pas une histoire au sens narratif, mais il transmet une sensation d'exploration et de reconstruction qu'on l'on retrouve à chaque tour. Les règles principales sont étonnamment simples. Révéler des tuiles, déplacer son explorateur, miner, acheter ou utiliser un objet, restaurer une relique, récupérer la tuile. La structure du tour est claire et logique, facile à mémoriser. On peut très rapidement jouer sans consulter les règles. La profondeur apparaît dans l'optimisation. Anticiper la valeur future du marché, gérer son espace limité de cargaison, choisir le bon moment pour restaurer une relique, décider quand déclencher en fin de partie, exploiter au mieux les tuiles bonus et les objets. Cette montée en compétences naturelles rend le jeu très plaisant. Les premières parties sont fluides et accessibles, les suivantes deviennent plus calculatoires et riches en opportunités. Gem of Idrissia possède de nombreux éléments variables qui enrichissent sa rejouabilité. Disposition aléatoire des tuiles terrain, fluctuation continue du marché, objets disponibles au marché, carte relique proposée, objectif secret, rythme imposé par les joueurs. Chaque partie génère une dynamique différente. Parfois l'exploration est rapide, parfois le plateau se resserre, parfois les objets orientent vers des stratégies d'extraction agressive. L'extension renforce encore cette variété, avec les tuiles observatoires, les gemmes étoiles et de nouveaux objets. Et surtout les reliques étoiles jouant le rôle de joker pour les collections. On est clairement dans un jeu qui appelle la revanche. Visuellement, le jeu propose un univers lumineux, coloré, presque cristallin. Les régions se distinguent clairement, les symboles sont lisibles. Et la carte qui se révèle sous les explorateurs produit un effet très agréable sur la table. Le plaisir tactile lié aux gemmes, aux tuiles et aux dés participe pleinement à l'expérience. Le jeu accorde une importance particulière aux composants manipulés régulièrement. Les tuiles tirant hexagonales, les dés marbrés, les dés de pierre, les gemmes, les jetons de royauté, tout est pensé pour être manipulé fréquemment et rester lisible. Le mode solo mérite une mention spéciale. Plutôt que de proposer un simple score à battre, le jeu introduit un adversaire automatisé, le deck run. Il va révéler des tuiles, se déplacer de manière priorisée, collecter des gemmes, bloquer des zones avec des barricades, restaurer des reliques, marquer des points selon des règles précises. Il agit également sur le plateau et modifie votre trajectoire, créant une interaction indirecte mais puissante. On se retrouve face à un adversaire qui vous met la pression, réduit les options, accélère le rythme et peut même vous empêcher d'accéder à certaines tuiles. Pour un jeu de ce type, c'est particulièrement réussi. Pour quel public est donc le jeu? Il conviendra idéalement aux joueurs amateurs d'optimisation légère, à ceux qui aiment la collecte de ressources, aux joueurs qui apprécient l'exploration progressive, aux amateurs de solo bien intégrés, aux familles joueuses qui cherchent un titre accessible mais profond. Gem of Idrissia réussit quelque chose de rare, proposer un jeu accessible, généreux, fluide, tout en offrant une vraie profondeur décisionnelle. La tension entre optimisation et course vers le château, la fluctuation du marché, les opportunités offertes par les objets et les reliques, tout cela crée une expérience dynamique et engageante. On explore, on mine, on restaure, on collectionne et chaque choix compte. Avec une jouabilité élevée, un mode solo impliqué et une montée en tension naturelle, le jeu a clairement le potentiel pour devenir un jeu qui revient souvent sur la table. Un titre élégant, malin et étonnamment riche, qui porte parfaitement son nom. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite vraiment à découvrir ce jeu. Et sur ce, je vais vous dire bonne partie et bon jeu!